RFI et France 24 présentent Mardi politique. Suite de Mardi politique avec Roselyne Fèvre et notre invitée Marie-Noëlle Lienemann. On va revenir, avant d'aborder d'autres sujets, puisqu'on est un peu resté finalement sur sa fin, sur François Hollande. Au fond, qu'est-ce que vous nous dites ? Il est disqualifié, il s'est auto-disqualifié ? Absolument, et c'est auto-disqualifié. Alors, je vous entends dire tout à l'heure qu'on avait, je ne sais plus ce que vous aviez mis comme formule, on avait pourri le quinquennat de François Hollande. Vous l'avez privé de majorité il s'est surtout pourri lui-même. Parce que je m'excuse, depuis le début, il est en décrochage avec les engagements qu'il a pris avec les Français. Donc, comment s'attendre que la majorité suive comme un seul homme ? Donc, la réalité, aujourd'hui, c'est que nous sommes en situation de faire que cette primaire puisse se réaliser sans François Hollande. Et qu'en tout cas, s'il était candidat à cette primaire, il soit battu. Pourquoi ? Parce que dans l'immense majorité du peuple de gauche, ne souhaite pas qu'il se représente. Que par ailleurs, ces résultats... Qu'est-ce que vous en savez, dans le fond ? Eh bien, d'abord, non seulement il y a les sondages, mais nous allons sur les marchés, nous allons faire du porte-à-porte, nous rencontrons les gens et nous avons fait des élections. Et nous entendons ce que disent nos concitoyens au dîner de famille, etc. Et c'est quoi le sentiment qu'ils expriment ? C'est de la colère, c'est du dépit, c'est de c'est l'exaspération, un mélange. En tout cas, ils n'ont plus confiance en sa parole, ils considèrent qu'il faut tourner la page, que c'est un échec, et ils se disent qu'il faut quelqu'un qui soit capable de rassembler la gauche pour ouvrir une nouvelle étape. Et comment vous allez l'empêcher d'aller à la primaire ? Mais on va l'empêcher politiquement. Évidemment, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire si François Hollande a l'intime conviction qu'il va être battu, et plus il y aura de gens qui viennent à la primaire, plus on associera des amis qui viennent des Verts ou des écologistes, plus il a des chances d'être battu. Non, c'est pas un complot. C'est que la gauche doit être en vérité. Elle ne peut pas être captée. Enfin, les écolos ne viennent pas avec vous. Mélenchon ne vient pas avec vous. Mais Mélenchon, les communistes ne sont pas tous derrière Mélenchon. Si les gens viennent viennent massivement aux primaires, c'est qu'ils ont envie qu'il y ait un candidat qui exprime pas ce qu'est Mélenchon, pas ce que pourrait être une autre candidature, et qu'ils attendent une candidature qui rassemble largement à gauche. Mais vous ne vous reconnaissez pas dans ce que porte Mélenchon ? Au fond, lui, il a l'expérience d'une campagne présidentielle, il a déjà fait un score honorable, il est vraiment à gauche. Je reproche à Mélenchon, justement, de ne pas avoir pris une stratégie unitaire. Il est dans une stratégie de délimitation. Il pense, d'une certaine façon, comme Manuel Valls, qu'il y a deux gauches irréconciliables, et qu'il faut que ce soit la sienne qui gagne contre l'autre. Moi, c'est pas une question d'ego, plutôt ? Oh non, je pense pas. Il ne faut pas exagérer. Tout le monde ne fait pas que des trucs pour des égos. Sa conception, c'est qu'il faut que l'autre gauche, celle qui l'incarne, soit majoritaire à gauche pour pouvoir conquérir les couches populaires. Moi, je pense que si la gauche n'est pas réunie, elle est durablement dans l'opposition à la puissance. Vous allez me dire, Marie-Noëlle Lienemann, si ce que vous entendez là, de la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'est de gauche. On l'écoute, c'était le 5 juillet au Parlement européen. Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale. Comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Voilà, voler son pain aux travailleurs, c'est une... La formule est un peu brutale, mais je vais vous lire un texte. Est-ce qu'il y a un populisme de gauche ? Non, je vais vous lire un texte. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés là où elle est le plus avilie, humiliée, etc., sans contrôle et sans réglementation sur le marché français, et pour amener partout dans le monde des salaires au niveau des pays les plus bas. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que nous voulons protéger la main-d'œuvre française contre la main-d'œuvre étrangère, non par, je le répète, par un exclusivisme chauvin, mais pour substituer l'international du bien-être à celui de la misère. Jean Jaurès, 1894. Oui, alors la directive Bolkestein donc vous voyez bien ce combat n'existait pas à ce moment-là. Mais non, mais c'est justement cela qu'on veut combattre. Oui, mais la question, vous l'entendez bien. La formule, elle est malheureuse. C'est pas ça, mais c'est pas ça le sujet. Elle est malheureuse quand même. Bah, la formule est malheureuse. Vous prendre du pain comme mais est-ce que c'est pas un des problèmes de Jean-Luc Mélenchon ? Sa capacité à l'outrance. Posez-lui la question. Moi, je suis pas là pour juger Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez bien.
Bah oui, mais c'est pas une raison. Vous l'aimez bien ? Je ne veux pas diviser les gens de gauche. Je les prends sur le fond. Vous avez bien divisé la majorité de François Hollande. Vous l'avez envoyé faisant pulse, comme parce dirait que pour vous, la division, c'est l'alignement. Travailler pour l'unité. Non, mais enfin, je m'excuse. Non, mais attendez, est-ce que François Mitterrand, quand il s'est fait élire en 81, il avait tout le monde derrière lui ? Eh ben, je vais vous dire, même vous, d'ailleurs, qui n'aimez pas l'Europe. Eh ben oui, mais c'est pas que j'aimais pas l'Europe. Au contraire, j'étais député européen. Donc, vous voyez, j'étais à l'époque fédéraliste. Donc, vous voyez, c'est pas du tout. Alors, en revanche, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que François Mitterrand, moi, j'ai voté contre la guerre du Golfe. Mais quand on avait un désaccord avec François Mitterrand, on discutait. C'était pas 49-3 tous les désaccords. Vous les supprimez d'ailleurs. Et par ailleurs, on menait une politique. Certes, il y a eu un virage, mais pas complètement la négation totale des engagements que nous avions pris. On va peut-être passer aux questions européennes, Frédéric, à moins que vous ayez... Oui, peut-être d'un mot, puisque finalement on parlait des primaires et qu'après les primaires, en toute logique, il y a la campagne présidentielle. Aujourd'hui, tout le monde semble considérer que Marine Le Pen sera au deuxième tour, comme si c'était désormais inéluctable. Vous êtes de cet avis pour vous, il y a peu ou pas de doute sur ce scénario ? Je le redoute. On doit tout faire pour, mais la reconquête des couches populaires déçues par les politiques de gauche et de droite sera lente à réaliser. Elle ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Il y a besoin de retrouver de la confiance, du contenu politique. Il faut le faire dès à présent. Sans doute, on peut faire reculer le score de Marine Le Pen. Force est de constater qu'avec la politique de François Hollande, ça ne nous aide pas. Christiane Taubira dit la gauche peut disparaître et on va dans le mur. Oui, enfin moi je ne crois pas que la gauche puisse disparaître. Je pense qu'elle peut avoir un mauvais moment politique à passer, mais je ne crois pas que ses idéaux, l'aspiration qu'elle incarne, les propositions et notamment la justice sociale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la clé du redressement national, c'est de la justice sociale. La clé du pacte républicain, c'est qu'il y ait plus d'égalité dans le pays. Et donc, je pense que la gauche devrait être au rendez-vous de ça et que au lieu de faire ça, elle va tête baissée dans les directions du passé, Gerhard Schröder, Blair et autres, qui sont dans les poubelles de l'histoire. Mais quand François Hollande se porte en garant du modèle social français, les mots vous adhérez ? J'aimerais bien, mais vous croyez que la loi travail, elle est garante du modèle social français ? Le principe de la hiérarchie des normes, c'est pas simplement qu'on ne veut pas discuter dans les entreprises, c'est que la loi prime sur le contrat, que pour protéger le faible, la loi est meilleure que le rapport de force local. Marie-Noëlle Lienemann, ça, c'est la République, c'est la France. Les scores aux dernières élections et les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen ne s'expliquent pas uniquement par le climat économique et social. Oui. Il est aussi largement question de sujets identitaires, d'inquiétudes, d'interrogations sur la place de l'islam de France, de la peur de la menace terroriste. Est-ce que vous pensez, c'est ce que semble croire Manuel Valls, que ces questions-là vont être au cœur du débat de la campagne présidentielle ? Moi, je pense que c'est tout doit être au cœur du débat et qu'on ne peut pas séparer les sujets. Tout est fait. Oui, mais vous savez que dans une campagne, il y a toujours un sujet qui domine. On va pas faire le débat sur la viande halal. Hein. Non, je m'excuse, ce n'est pas le sujet numéro 1 des Français. Mais écoutez, pour moi, la question... Attendez. Pourquoi Manuel Valls choisit ces sujets ? Parce qu'il ne veut pas assumer son bilan. Parce que sur la question économique et sociale, c'est pas bon. Et ben c'est pourtant la question principale aujourd'hui. Je ne nie pas les questions de la République et identitaire. Je ne nie pas les questions de sécurité. Mais sur la question de la sécurité, au lieu d'inventer des usines à gaz anticonstitutionnelles, on ferait mieux de s'occuper, comme je le propose, d'une loi de programmation de la sécurité pour se donner les moyens du renseignement. Pour combattre le djihadisme et l'infiltration des idées salafistes dans les consciences de nos enfants et de nos jeunes, j'aimerais mieux qu'on n'oublie pas que ça se joue dès la jeune âge. Je propose un ministère de l'Éducation populaire parce que je vois aujourd'hui dans certains quartiers, et pas forcément que dans les quartiers pauvres, je vois des dérives où les enfants vont dans des écoles coranico, machin, etc. La République doit reprendre l'offensive. Le burkini, par exemple, dont on a beaucoup parlé au mois d'août, c'est un vrai sujet ? Moi, je trouve que le vrai sujet... Ou une fausse barbe ? Moi, est-ce que c'est un vrai sujet de société ou est-ce que c'est un vrai sujet de loi ? Pour ma part, en l'occurrence, ça a été les deux. Je considère qu'on doit tout faire dans la société pour convaincre que le burkini est une aberration et dangereuse parce qu'elle nie l'égalité homme-femme. En même temps,
Je pense qu'il faudrait d'abord que les lois qu'on fasse, on les applique. Et moi, je ne suis pas favorable à légiférer à tout besoin sur les tenues vestimentaires. Non, mais par exemple... Mais par contre, ouais. la burqa, je constate qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Alors, c'est pas la peine d'aller en faire tous les quarts d'heure pour ne pas appliquer celle qu'on a. Et les maires... Vous constatez, c'est-à-dire vous croisez des personnes dans des tenues non réglementaires ? Exactement. Et vous avez le maire de ces communes où c'est répétitif, par exemple, sur un marché, ne sont pas toujours très actifs pour faire respecter la loi. Et vous, votre position personnelle, par exemple, est-ce que vous êtes allé au bord de la mer, par exemple, cet été ? Oui. Est-ce que vous avez croisé des femmes en burkini ? Aucun. Bon, si vous en aviez croisé, quelle aurait été votre réaction, dans le fond ? Si elle est toute seule en burkini, j'aurais rien dit, comme quand je croise une femme. C'est-à-dire s'il n'y a pas 50 personnes en burkini qui viennent faire de la provocation et que c'est une personne individuellement qui est habillée, ça me trompe. Donc c'est le problème du nombre qui vous... c'est l'effet provocation. C'est pas le symbole. La difficulté, la symbole, bien sûr, ne me plaît pas, mais chaque fois que je vois des gens dont leur tenue ne me plaît pas parce que le symbole est négatif, je ne vais pas les agresser pour leur dire « t'habilles pas comme ça ». Est-ce que ça n'est pas un enjeu de pouvoir aussi le corps des femmes aujourd'hui, qui sert en quelque sorte de porte-drapeau à une idéologie. Oui, mais on devrait être aussi soucieux du corps des femmes sur les violences faites aux femmes. Urgent de se saisir de ce... l'émancipation des femmes. Il y a aujourd'hui des intellectuels au Maghreb, des femmes qui disent mais on ne peut pas tolérer d'entendre, comme l'a dit par exemple Edoui Plenel, le burkini est un vêtement comme un autre. C'est une insulte qu'on nous fait, nous, dans nos combats pour l'émancipation. Dans ce cas-là, vous allez commencer où l'interdiction ? Parce que c'est aussi une insulte d'être voilée, avec un petit voile. Alors, ça va être quoi la tenue vestimentaire ? Parce qu'après, ça va être une insulte faite aux corps aux femmes d'aller montrer ses décolletés. Parce que c'est de la provocation. C'est comme, je dis, attention, prenons les choses prioritaires. Aujourd'hui, la question prioritaire, c'est de faire respecter la loi telle qu'elle est. Et en particulier de faire progresser l'idée laïque. La question prioritaire, c'est de s'attaquer aux idéologies salafistes et aux dérives djihadistes, partout où elles commencent à s'insinuer. Il faut faire respecter sans la moindre tolérance la laïcité s'agissant des services publics. Et là, il y a ici ou là, on n'est pas toujours dans la rigueur qui est nécessaire. Mais surtout, on ne convaincra les jeunes générations, parce que si la dérive djihadiste concerne une petite minorité, ça se traite en termes de sécurité. Si ça devient, et c'est là où, quand vous me disiez le nombre, on voit bien qu'il peut y avoir une tentation de provocation djihadiste, de provocation salafiste, et qu'il y a d'une autre chose, la personne qui, à titre individuel, pour X raisons, je vous rappelle que le burkini... on fait quoi alors ? Donc pour l'instant, s'il y a trouble à l'ordre public, comme le dit le Conseil d'État, on acte qu'il y a trouble à l'ordre public et on l'interdit. S'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, on ne considère pas que cette affaire est la principale. Moi, je le dis, la principale, c'est de reconquérir les valeurs de la République auprès de notre jeunesse et de nos enfants. C'est de faire appliquer les lois actuelles et de les faire appliquer sans mollir. On va parler tout à l'heure, Frédéric, vous parlez du Front National, on va parler de la surenchère qu'utilisent les uns et les autres pour faire, dans le fond, la course à Marine Le Pen. Et peut-être, Frédéric, cette phrase donc, qui a été entendue... prononcée hier soir par Nicolas Sarkozy lors d'un meeting à Provins, en Seine-et-Marne. Nos grands-parents, a-t-il dit, nos grands-parents ont combattu la peste brune. Nous avons aujourd'hui une peste noire comme la couleur du drapeau de Daesh. Eh bien, on a les deux. Parce que la peste brune, elle n'est pas loin non plus. Et qu'à tout focaliser que sur la peste noire en faisant un silence sur la peste brune, quand vous voyez les propos racistes qui se développent dans ce pays, quand vous voyez les capacités à voir les mouvements fascisants émerger partout en Europe, la peste brune, elle est là aussi. Donc moi, personnellement, combattre l'idéologie de Daesh, mais alors, j'ai pas l'ombre d'une hésitation. Simplement, pour combattre l'idéologie de Daesh, il faut un front large, majoritaire, qui soit un front où tous les musulmans qui ne sont pas sur cette idéologie, qui sont respectueux de la laïcité, se sentent partie prenante de notre combat commun contre cette idéologie. Et c'est pourquoi, ce que je vous proposais, c'était pas seulement d'avoir 2-3 interdits ici ou là, c'est de faire un grand ministère de l'éducation populaire.
scolaire. C'est de travailler à convaincre nos enfants que les lois divines ne sont pas supérieures à la loi des hommes. C'est faire ce travail culturel. Mais ce travail culturel, pour qu'il marche, il faut que la promesse républicaine soit aussi au rendez-vous. Alors, voilà, c'est pourquoi la question égalité sociale est fondamentale. Vous parliez des pays comme la Hongrie, comme l'Autriche, où l'extrême droite se développe. Bon, en France, bien évidemment, on a vu l'Allemagne avec l'AfD dans le fief de Merkel. Est-ce que dans le fond, ces partis qui ne gouvernent pas, mais influencent, infiltrent, on va dire, les idées des gouvernements, c'est un peu Gramscien, c'est-à-dire que oui, l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire que l'hégémonie culturelle, elle commence à grignoter les esprits. Est-ce que ça vous inquiète ? Évidemment, c'est ce qui m'inquiète très gravement. C'est pourquoi je pense que quand on dit est-ce qu'il y a du populisme light, on va dire ? En général, est-ce que les gouvernements, peut-être même en France... Alors moi, j'aime pas le terme populiste parce que dans certains cas, on dit populiste quand on veut aussi écouter ce qu'attend le peuple. Quand on a voté non au traité constitutionnel, on nous a traités de populistes. Moi, j'étais pas du tout populiste, j'étais en désaccord et je considérais que le peuple français subissait des orientations négatives, comme d'ailleurs beaucoup de peuples européens. Donc moi, le terme populiste ne me plaît pas. C'est l'idéologie. C'est quand même une réalité. En quoi c'est une réalité ? Le populisme, ça dépend de l'idéologie. Ça dépend quelle idéologie il développe. En tout cas, l'idéologie fascisante, l'idéologie xénophobe, l'idéologie nationaliste du repli sur soi et identitaire, parce que l'idéologie islamiste, comme toute une série d'idéologies salafistes, wahhabistes, etc., qui sont identitaires, sont des idéologies totalement dangereuses, contraires à notre République. Donc pour moi, ces débats sont importants. Mais l'identité, c'est un vieux débat. Est-ce qu'on a une identité tournée vers le passé, de se ressembler et de se refermer, ou est-ce qu'on a une identité qui se projette sur un espoir nouveau, qui est un progrès commun ? Ça, c'est ce que devrait faire la gauche. Alors, il ne reste pas longtemps, Marie-Noëlle Lienemann, 4 minutes à peu près. Il faut qu'on dise quelques mots de l'Europe. On est dans l'année du Brexit. Il y a un sommet très important qui se réunit après-demain à Bratislava. Vous, dans vos propositions pour la présidentielle, vous dites que vous soumettrez à référendum tout nouveau traité européen à l'avenir. Dans la Constitution, oui. Ça vaut uniquement pour les futurs traités, ou est-ce qu'au fond, vous dites qu'il faut poser la question, comme on l'a fait au Royaume-Uni, aux Français, est-ce que vous voulez vous maintenir dans l'Union européenne ou est-ce que vous voulez en sortir ? Moi, je pense que la première étape, alors donc je souhaite que dans la Constitution soit écrit que tout traité européen soit ratifié uniquement par référendum. Ouais, Comme ça crée un rapport de force avec nos partenaires, parce que je rappelle que très souvent, les Danois ou les Allemands nous expliquent que leurs langues ne sont pas d'accord, donc il faut faire des compromis, et nous, on est là, le bec cloué. Moi, ce que je propose, c'est que la France crée immédiatement un rapport de force, si je suis élu président ou d'autres, mais qui partagent cet idéal. Nous demandons que dès l'arrivée du prochain président, nous mettions sur la table un certain nombre d'exigences de réorientation de l'Union européenne. Alors, et si nos amis allemands ne le veulent pas, ou s'il n'y a pas d'accord qui s'opère, moi, je propose qu'on fasse comme l'a fait le général de Gaulle en son temps, ou Margaret Thatcher. Ce truc, la chaise vide, pas seulement la chaise vide, c'est de leur dire, maintenant, on bloque l'argent qu'on donne, parce que nous sommes contributeurs nets. Mais Marie-Noëlle Lienemann, et à ce moment-là, il n'y a pas de négociation possible. Là, il y aura un référendum. Souhaitez-vous ou non qu'on continue ? Mais vous savez très bien que c'est une manière déguisée. Le référendum, en ce qui concerne l'Europe, c'est toujours non. Pourquoi non ? On a voté oui à Maastricht. Non, mais d'accord. Et alors il y a eu 2005. Mais depuis ces choix malheureux, les Français. Vous savez très bien que ce qui concerne l'Europe, c'est toujours non. Mais le c'est pas peuple vrai. dit non. Mais si c'est donc toujours c'est pas une non, manière de dire allez, on s'en va, on fait comme le Brexit. Parce que vous allez durablement faire une Europe contre les peuples ? Vous croyez qu'après c'est pas ça qui fait qu'il y ait de l'extrême droite ? C'est extrêmement lié. C'est extrêmement lié. C'est la nature. Donc c'est la faute à l'Europe. Non, mais le fait de l'Europe libérale qui met les peuples en concurrence les uns contre les autres crée plus de réflexes xénophobes que de réflexes de solidarité. Dans les années 30, il n'y avait pas l'Europe et ça n'a pas empêché de monter des populistes, des nationalistes et du nazisme. Et il y avait aussi la crise économique. Et on a fait l'Europe pour avoir la prospérité commune. Depuis les critères de Maastricht, on a des critères malthusiens qui font que la croissance est atone en Europe. Depuis ce moment-là, on se prive de convergence sociale. La concurrence libre et non faussée, c'est exactement ce que disait Jaurès. C'est-à-dire, c'est pas grave, on part à l'autre bout de la planète où on fait
devenir des travailleurs moins payés. Quand vous voyez que Mme Merkel ose expliquer qu'elle va rémunérer le réfugié moins cher que le salarié allemand, et vous croyez qu'un jour, ça ne va pas se retourner contre cette idée-là de l'accueil des autres, c'est absurde. Donc, cette réorientation de l'Europe est vitale. La France a été aux abonnés absents depuis très longtemps. Il est temps qu'elle revienne avec un rapport de force. D'abord, il y aura plus les Anglais, le rapport de force est meilleur. Deuxièmement, nous sommes contributeurs nets. Ils ne veulent pas les réorientations sociales, ils ne veulent pas la convergence fiscale, on ne paye plus. Ils ne veulent plus bouger, on fera un référendum à ce moment-là. Je ne le retire pas comme hypothèse, mais je ne le mets pas en préalable. Merci Marie-Noëlle Lienemann qui a beaucoup cité Jaurès dans cette émission. Voilà. Merci Frédéric Rivière. Merci, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Marie-Noëlle Lienemann et merci à Audrey Yattoni et Pauline Hellman et à l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Merci.